Bonjour à toutes et à tous. Dans cette vidéo, nous allons donc voir les différentes étapes qui permettent de convertir un signal qu'on vient d'échantillonner et bloquer en un code binaire en sortie d'un convertisseur analogique numérique. Donc, je vous rappelle la chaîne de traitement qu'on a déjà vu dans la vidéo sur l'échantillonnage. Donc, tout d'abord, on part d'un signal analogique qui est continu en temps et en tension. On l'échantillonne, c'est-à-dire qu'on discrétise le temps ici, l'axe des abscisses. Et ce signal échantillonné et éventuellement bloqué, on va l'envoyer justement dans le convertisseur analogique numérique qui va d'abord procéder à la quantification du signal. Donc la quantification, on le verra tout à l'heure, ça correspond à la discrétisation des valeurs en tension, donc sur des ordonnées. Et ensuite, qui va procéder au codage, c'est-à-dire la conversion de la valeur quantifiée en nombre binaire. On commence tout de suite par les grandeurs caractéristiques d'un convertisseur analogique numérique. Tout d'abord, la tension pleine échelle qui correspond en fait à la valeur crête à crête que le convertisseur analogique numérique peut convertir. Attention à ne pas confondre avec la valeur crête à crête du signal, hein. Deux possibilités justement. Cette tension pleine échelle, si elle est plus grande ici que la tension crête à crête du signal échantillonné. Vous voyez bien, la tension pleine échelle ici, elle englobe tout le signal. Et bien là, du coup, toutes les valeurs échantillonnées et bloquées peuvent être quantifiées correctement. Par contre, si la tension pleine échelle elle est plus petite, donc la tension pleine échelle du convertisseur analogique numérique, elle est plus petite que la tension crête à crête du signal, vous voyez par exemple, on peut englober justement que les valeurs entre 2 et moins 2 et que le signal lui va entre 4 et moins 4, et bien toutes les valeurs qui sont entre 2 et 4 en fait vont se retrouver justement quantifiées à la valeur maximale, c'est-à-dire à 2. Donc en fait on va avoir un signal qui va être tronqué, c'est ce qu'on appelle ici la saturation du convertisseur analogique numérique. Donc en gros, il faut que la tension pleine échelle soit plus grande que la tension crête à crête du signal. Et deuxième chose, la deuxième caractéristique d'un convertisseur analogique numérique après la tension pleine échelle, c'est ce qu'on appelle la résolution du convertisseur analogique numérique qui se compte en bits ici et qui est toujours un nombre entier. Maintenant qu'on a vu les deux grandeurs caractéristiques d'un convertisseur analogique numérique, on va essayer de comprendre justement comment se produit la quantification, comment faire la quantification du signal, comment quantifier un signal. Ensuite, on verra comment le coder et je vous expliquerai aussi comment obtenir rapidement le code en sortie d'un convertisseur analogique numérique. Et enfin, on parlera du rapport signal sur bruit, justement le bruit qui se produit lors de la quantification du signal. Alors, tout d'abord, quand on veut quantifier un signal, la première chose, c'est de découper l'axe des ordonnées, donc là, ici, l'axe en tension, en parties identiques. Donc, on va prendre la tension pleine échelle, donc qui va de 6 à moins 6, et on va la découper en 2 puissance n parties identiques, n étant la résolution du convertisseur analogique numérique. Donc ici, n égale 2, donc 2 puissance 2, ça fait 4, donc j'ai bien découpé l'axe des ordonnées ici en 1, 2, 3, 4 parties identiques, et justement, la tension qui est entre deux niveaux de tension ici discrètes, donc on va appeler ça des niveaux de tension quantifiés, c'est ce qu'on appelle le pas de quantification. Donc ce pas de quantification, ou le quantum, il est assez facilement trouvable par cette formule. Donc on prend la tension de pleine échelle, delta U, et on la divise en 2 puissance n parties identiques. Si jamais n égale 3, ici, eh bien on va découper donc cette même tension de pleine échelle de 6 à moins 6 en 2 puissance 3, donc c'est-à-dire 8 parties identiques. Donc là, j'ai 8 parties identiques, avec des niveaux de tension quantifiés qui apparaissent en pointillés ici. Et du coup, donc, tout ça, c'est ce que je viens de dire. Qu'est-ce qu'on va appeler la quantification du signal? En fait, c'est d'associer justement à chaque valeur du signal échantillonné bloqué, donc en gros à chaque trait vert ici, eh bien, en fait, une valeur discrète de tension. Du coup, comment on va procéder? Eh bien, c'est justement l'étape suivante. On peut procéder de deux façons. Il y a deux règles de quantification qu'on va voir dans cette vidéo, la quantification par valeur inférieure. Donc ici, j'ai repris le schéma de tout à l'heure, On a le signal analogique, le signal en vert qui est le signal échantillonné bloqué. On a découpé la tension pleine échelle de moins 6 à 6 en 2 puissance n parties identiques. Donc ici, je suis pour n égale 3. Donc ça fait en fait ici de 6 à moins 6 divisé par 8. Donc ça fait 1,5 volts. Donc ici, en fait, la tension entre deux niveaux de tension quantifiés, c'est 1,5 volts. Et donc, qu'est-ce que la quantification par valeur inférieure? Eh bien, tout simplement, on va attribuer à chaque valeur échantillonnée le niveau de tension quantifié qui est juste en dessous, ici. Donc, ici, ça va donner, pour une valeur inférieure, eh bien, le signal quantifié qui apparaît en rouge. Ce signal échantillonné est bloqué, on va lui attribuer du coup moins 6. Celui-là qui était déjà sur un niveau de tension quantifié, eh bien, du coup, reste au même niveau. Ce niveau de tension, cet échantillon
va passer du coup ici à moins 1,5 et ainsi de suite. Donc vous voyez, hein, en gros, les paliers rouges sont toujours juste en dessous ici du palier vert. Ensuite, on va voir la deuxième règle de quantification, c'est la quantification par valeur centrale. Eh bien, si vous regardez, hein, comme son nom l'indique, en fait, on va attribuer par exemple à cet échantillon ici, donc non pas justement la valeur juste inférieure, mais la valeur justement moyenne, qui est du coup ici comprise entre, si je ne me trompe pas, moins 1,5 et moins 3. Donc ici, hein, on lui attribue la valeur moyenne. Ça, c'est la quantification centrale. Ensuite, comment on va procéder pour le codage de ce signal? Donc là, je suis revenu sur une valeur inférieure, hein, et enfin, une règle de quantification par valeur inférieure. Donc, j'ai mon signal échantillonné bloqué, j'ai le signal quantifié, et quel est le code qui va sortir? Bah, c'est assez simple. En fait, vous allez, comme on est sur n égale 3 bits, eh bien, la résolution donc, est de 3 bits. Ici, entre le niveau de tension le plus faible, donc moins 6 et moins 4,5, je vais attribuer le code 000 sur 3 bits, justement. Et ainsi de suite, 001, 010 et ainsi de suite. Donc, pour faire simple, si on échantillonne ici, la valeur quantifiée qu'on lui attribue, c'est moins 6, donc moins 5, là je suis à moins 5 volts, hein. Moins 5 volts va devenir moins 6 volts une fois qu'on l'a quantifié. Et en fait, le code qui va sortir, bah, du coup, c'est justement, comme je suis compris entre ces deux niveaux de tension quantifiés, c'est 000. Donc le code qui sort, c'est 000, ou encore, hein, ici c'est écrit dans le désordre, donc c'est 000 en base binaire, c'est-à-dire 0 en base 10. Et vous voyez bien qu'on a codé ici l'information parce qu'on avait moins 5 volts, et en fait, ce qui sort, c'est un 0. La représentation temporelle du signal qu'on a exploité, du signal analogique, puis la représentation du signal échantillonné bloqué, du signal quantifié, des différents codes. Alors, ça permet de bien comprendre visuellement comment ça se passe. Après, vous pouvez vite comprendre que si la fréquence d'échantillonnage est élevée ou si la résolution du convertisseur analogique numérique est élevée, en fait, ce tracé, ça peut devenir très vite laborieux. Donc, du coup, alors, imaginez, hein, si vous êtes à n égale 8, il faut faire donc 2 puissance 8 parties identiques et justement on va avoir des octets ici qui vont apparaître, hein. Donc c'est impossible de faire ça à la main sur la représentation temporelle. Donc pour pouvoir savoir quel est le code qu'on aura en sortie d'un convertisseur analogique numérique, deux possibilités. Soit dans l'exercice, on vous donne justement ce qu'on appelle la caractéristique de transfert idéal d'un convertisseur analogique numérique. Et ça représente quoi? Ça représente le code binaire en sortie en fonction de la valeur qu'on a échantillonnée. Donc par exemple, si j'échantillonne à 3,5 volts, donc 3,5 volts, je suis ici, d'accord, à peu près, hein, entre 3 et 4,5. Quel est le code en sortie? Eh bien, on va chercher en fait tout simplement ici. Et donc, tant que je suis entre 3 et 4,5 volts, en fait, le code en sortie, c'est 110, ce qui correspond, donc ça c'est le code binaire, à 6 en décimale. Vous voyez très rapidement, en fait, je peux avoir le code qui est en sortie sans passer par la représentation temporelle. Juste un petit point sur le graphique, hein. Donc là, je suis bien pour un convertisseur sur 3 bits par valeur inférieure. Et en plus, pour ceux qui ne comprennent pas, en fait, si jamais j'échantillonne à 3, quel est le point que je prends en compte, hein? Ce n'est pas celui-là, c'est celui-là. C'est-à-dire que si j'échantillonne à 3, le code en sortie, c'est 110, ce n'est pas 101. Ça veut dire que le point est exclu et que le point est inclus ici. Voilà pour la première méthode. Donc, si jamais, bien sûr, l'exercice vous donne la caractéristique du transfert idéal. Si jamais vous ne l'avez pas, ce qui est souvent le cas, en fait, il y a une méthode assez simple qui découle, en fait, une formule qui découle de ce qu'on vient de faire. Et bien, tout simplement, pour avoir le nombre décimal en sortie d'un convertisseur analogique numérique, il suffit de faire ce calcul-là. Donc, on prend la valeur échantillonnée, on soustrait la valeur minimale que peut détecter justement le convertisseur analogique numérique, donc c'est la valeur la plus basse de la tension pleine échelle, et on divise par le pas de quantification. Et on va obtenir un nombre qui ne sera sûrement pas entier, et on prend juste l'entier, et ça nous donne en fait le nombre décimal qui sort. Et vu qu'on a le nombre décimal, après il suffit de convertir en binaire. Je vous donne l'exemple de 3,5 avec toujours le même convertisseur analogique numérique que tout à l'heure. Donc si j'échantillonne à 3,5, donc ça va faire 3,5 moins 6, qui était la tension minimale, hein, si vous vous souvenez sur mon exemple, divisé par 1,5, le pas de quantification qu'on a calculé tout à l'heure, et bien si vous faites le calcul, ça fait 6,3333 à l'infini. Donc le nombre entier, eh bien tout simplement, c'est 6. Et
Ça veut dire qu'en fait, ici, bah, si vous convertissez 6 sur une résolution de 3 bits, hein, qui était justement la résolution de notre convertisseur, ça donne 1, 1, 0, ce qu'on a trouvé tout à l'heure. Donc on retrouve, vous voyez, la même chose que ce qu'on a trouvé avec la caractéristique, ce qui est plutôt d'ailleurs rassurant, hein. Donc ça, c'est plutôt la méthode que vous pourrez utiliser justement pour les exercices, hein. C'est souvent cette formule-là qu'il faut appliquer. Maintenant, on va aller un peu plus loin, justement, et on va parler de rapport sillage sur bruit. Effectivement, lorsqu'on quantifie un signal, en fait, il y a un bruit qui vient s'ajouter à ce signal et on va l'entendre tout à l'heure dans un extrait que je vais vous diffuser. Ce bruit, d'où il provient? En fait, ce bruit provient tout simplement de l'erreur de quantification. Par exemple, pour une représentation, pour une quantification par valeur centrale, en fait, à la valeur échantillonnée et bloquée qui était celle-là, on va attribuer cette valeur-là. On voit bien que du coup, ce n'est pas tout à fait la valeur qu'on avait échantillonnée, qu'il y a une erreur entre les deux. Eh bien, cette erreur, moi, dans mon cours et dans cette vidéo, je l'appelle petit b, c'est tout simplement l'erreur qu'on fait entre la valeur échantillonnée et la valeur qu'on lui attribue, c'est-à-dire la valeur quantifiée. Pour vous rendre compte de l'apparition de ce bruit dû à la quantification, lorsque la résolution du convertisseur analogique numérique n'est pas suffisante, donc est faible, je vous propose d'écouter deux fichiers sonores qui vont succéder. Un premier où on a une résolution qui est suffisante, donc qui est une résolution, si je ne me trompe pas, de 8 bits, et un autre où la résolution est de 3 bits. Et vous verrez qu'entre le premier fichier sonore et le deuxième fichier sonore que vous allez entendre, il y a un bruit de fond qui s'ajoute justement sur le deuxième. Je vous laisse écouter. Donc l'objectif de la suite de cette vidéo, c'est de pouvoir calculer justement le rapport signal sur bruit du bruit qui est créé lors de la quantification d'un signal. Juste une petite rectification, le premier fichier sonore que vous avez entendu, c'était sur 16 bits et le deuxième sur 8 bits, hein, et non pas 8 et 3 comme j'ai dit avant. Et donc, on continue justement. Là, en fait, j'ai représenté en fonction du temps une demi-période du signal triangulaire de tout à l'heure et j'ai fait en sorte que justement ce signal triangulaire soit sa tension crête à crête soit pile poil égale à la tension pleine échelle, c'est-à-dire il va de -6 à 6. Et justement, j'ai représenté le signal d'erreur au cours du temps. Donc on voit ici hein, que quand à l'instant t égale 0, ici, je suis bien donc sur -6 volts pour le signal, donc le signal échantillonné. Pourtant, j'ai une erreur qui n'est pas nulle. Pourquoi? Parce qu'ici, je suis par valeur centrale, hein. Donc ça veut dire qu'en fait, la valeur quantifiée, hein, elle est au centre ici. C'est pour ça que du coup, ici, je n'ai pas une erreur nulle. Et qu'est-ce qu'on observe? Eh bien, tout simplement que l'erreur, le signal erreur, ici qui est en rouge, hein, en fait, c'est un signal triangulaire qui est alternatif et qui a pour amplitude, en fait, eh bien, tout simplement, la moitié du quantum, c'est-à-dire Q sur 2. Donc ici, en fait, le signal erreur, il sera toujours compris entre moins Q sur 2 et Q sur 2 exclu. Et donc, il a une amplitude de Q sur 2, ce qui va me permettre de calculer sa valeur efficace pour obtenir le rapport signal sur bruit. Ensuite, avant qu'on arrive au calcul, juste une petite chose, si jamais justement n augmente d'une unité, c'est-à-dire qu'ici donc j'étais égal à 3 et donc j'avais 8 parties identiques. Si je mets n égale à 4, donc ça va faire 2 puissance 4 ici, et donc je vais avoir 2 puissance 4 ici, parties identiques. Et on voit que le signal erreur, hein, son amplitude a diminué. Alors elle est toujours justement de Q sur 2, mais en fait Q a diminué vu que n a augmenté hein, ici. Donc on a un signal d'erreur dont l'amplitude a diminué. Et donc on y arrive, on va justement pouvoir calculer ce rapport signal sur bruit lorsque on est en quantification par valeur centrale avec un signal triangulaire qui est, dont la tension crête à crête correspond à la tension pleine échelle. Eh bien, tout simplement, on va réutiliser ce qu'on a vu dans les précédents chapitres. Tout d'abord, le signal d'entrée triangulaire. Moi, il me faut sa puissance. Donc, sa puissance hein, moyenne normalisée, ça va être la tension efficace au carré. Sa tension efficace, vu que c'est un signal triangulaire, notre signal d'entrée, tout simplement, c'est UM sur racine de 3. Et donc, la puissance du signal, ça va être UM sur racine de 3 au carré. Donc, UM au carré sur 3. Le signal d'erreur, il est aussi triangulaire alternatif, donc c'est aussi sa valeur efficace UM sur racine de 3. Et ce que je vous ai dit tout à l'heure, son amplitude, c'était Q sur 2. Donc je vais remplacer ici UM par Q sur 2, ça va faire Q sur 2, pardon, Q sur 2 fois racine de 3. Pour avoir la puissance, on élève cette valeur efficace
au carré, donc la puissance du bruit, hein, la puissance normalisée. Et d'ailleurs, là, je me rends compte qu'il y a une petite erreur, c'est la puissance du bruit ici. Ça donne ici, en fait, donc Q sur 2 fois racine de 3, le tout au carré. Donc ça fait Q carré sur 12 ici. Et donc le rapport signal sur bruit, je vous rappelle, hein, c'est donc la puissance du signal sur la puissance du bruit. Donc on va calculer ce rapport signal sur bruit ici en remplaçant donc UM au carré sur 3 divisé par Q carré sur 12. Ce qui va faire donc UM au carré sur Q carré fois 12 sur 3, donc fois 4. Et ensuite, du coup, on va aussi pouvoir remplacer Q par son expression. Q, c'est delta U sur 2 puissance n. Et je vous rappelle que j'ai pris le cas particulier où justement la tension crête à crête, eh bien, c'était égal à la tension pleine échelle du signal. C'est-à-dire que delta U, en fait, ici, c'est 2 fois UM. Donc, je vais remplacer. On va voir que du coup, on va avoir des simplifications qui vont apparaître hein, ici. On a ici UM au carré. Alors, du coup, il faut que je me concentre. Ici, ça fait faire donc 2 au carré. Donc 2 au carré, ça va faire 4 ici. Donc ça correspond à ce 4 ici. Ensuite, UM au carré, donc UM au carré ici. Le 2 puissance n au carré, du coup, comme il était au dénominateur du dénominateur, il est passé au numérateur. On voit que 4 sur 4, ça va se simplifier. UM au carré, ça va simplifier. Et il va me rester en fait 2n au carré, c'est-à-dire 2 puissance 2n. Et enfin, pour obtenir le rapport signal sur bruit en décibels, il suffit de prendre 10 log du rapport qu'on vient de déterminer. Donc 10 log de 2 puissance 2n. Et donc, la puissance 2n va pouvoir hop, passer devant le log ici. Ça va faire donc 10 fois 2n fois log de 2. Et donc, ça va faire ici tout simplement 20 fois log de 2 fois n. Et si vous faites donc 20 log de 2 fois n, donc c'est-à-dire en fait 20 log de 2, si vous le faites à la calculatrice, vous allez trouver un nombre proche de 6. Donc en fait, le rapport signal sur bruit dans ces conditions-là, ça donne justement ici 6 fois n. Ça veut dire qu'en fait, à chaque fois que la résolution du quantificateur va augmenter d'une unité, on va gagner 6 décibels en rapport signal sur bruit. Voilà pour cette vidéo autour de la quantification et le codage d'un signal analogique.